Bonjour, 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 bienvenue pour ce nouvel épisode du Q&A, épisode 73 si je ne m'abuse. J'espère que vous allez bien, merveilleusement bien. Moi, ça va, ça va bien, non, ça va même très très bien. Je suis très heureuse en ce moment, tout va très bien. J'ai même passé un week-end à pas faire grand-chose en fait, et ça faisait super longtemps depuis que j'ai emménagé ici dans cet appart, donc il y a un mois et demi. J'ai passé à peu près tout mon temps libre à nettoyer, rénover, construire, enfin voilà, à m'installer en fait. Et puis avant ça, évidemment, je préparais le déménagement, etc. Donc ça faisait longtemps que j'avais rien foutu. Et là, ce week-end, j'ai décidé de juste chill. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai un petit peu de mal à ressortir de cet état maintenant. Mais en même temps, je suis aussi contente de me remettre à bosser. Je dis ça comme si j'avais arrêté. Non, j'ai juste pris un week-end. Mais voilà, c'est cool, ça fait du bien. Et d'ailleurs, la première question va être sur le sujet du stress. Et c'est un sujet qui est formidable, formidable dans le sens où il nous concerne tous. Et, euh, et apprendre à le gérer, c'est pas si évident que ça. Mais voilà, je vais plonger un peu plus là-dedans, dans ce sujet-là, dans la première question. Donc on va y aller tout de suite. Alors la question c'est, une super question, qu'est-ce qu'on appelle le stress vraiment? On dirait que 100% des gens sont stressés, mais c'est quoi le stress? Quand les médecins me demandent si je suis stressée, je sais pas quoi leur répondre. Et quelle fantastique question, parce que c'est vrai que le stress, c'est un mot qu'on voit, qu'on entend partout, 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 partout. Et depuis longtemps. Et puis, le stress nous tue, et le stress, c'est ci et là. Mais au fond, c'est quoi finalement? Le stress, c'est un inconfort. J'aime bien l'expliquer comme ça. C'est un inconfort psychologique et mental, un sentiment de pression émotionnelle surtout. Euh, Quelque chose qui ouais, j'aime bien cette image de la pression parce que c'est vraiment ça, il y a une pression dans la tête, dans le cœur. Enfin, on le ressent vraiment très physiquement aussi, le stress, même si c'est quelque chose qui, qu'on imagine plus comme quelque chose de mental, quelque chose qui se passe à l'intérieur de notre cerveau. Non, c'est vraiment très physique aussi. Et si tu sais pas si tu es stressé, si tu dis mais est-ce que je suis stressée moi, tu peux aussi voir la chose dans l'autre sens, te poser la question inverse. Est-ce que tu te sens sereine? Est-ce que tu ne ressens pas cette pression? Est-ce que tu te sens sans pression? Est-ce que tu te sens joyeuse? Est-ce que tu te sens à l'aise, confortable? Est-ce que tu te sens en sécurité? Si tu peux dire oui à tout ça, c'est que t'es pas si stressé que ça, t'es pas stressé. Mais si tu sens ce sentiment de pression, ce sentiment de ne pas faire assez, si tu sens qu'il y a comme quelque chose qui va pas, quelque chose que tu dois gérer, sur lequel tu dois agir, mais tu sais pas forcément nécessairement ce que c'est précisément, là c'est du stress, c'est cet inconfort vraiment psychologique et mental. Et un truc qui est intéressant et fondamental à comprendre par rapport au stress, c'est que c'est pas un input, c'est un output. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est pas quelque chose qui nous arrive de l'extérieur. Le stress, c'est une réponse de notre cerveau. C'est-à-dire que le cerveau va analyser les données qu'il reçoit de notre environnement, donc les inputs, et en réponse à ces inputs, il va fabriquer un output qui va être cette réponse de stress. Alors ça ne veut pas dire que si on est stressé, c'est de notre faute, c'est parce que c'est nous qui créons notre stress. Par contre, ça veut dire que c'est notre responsabilité de gérer ce stress et peut-être d'altérer notre environnement pour produire moins de stress en réponse. Et surtout qu'on a un pouvoir dessus. En fait, donc c'est quelque chose c'est une information qui doit nous donner un qui est censé être empowering, voilà, qui nous informe qu'on a un pouvoir sur notre stress. Et on est tous stressés pour plein de raisons. Voilà, la grande majorité d'entre nous sommes stressés pour plein de raisons différentes. Euh,
principalement, je dirais, parce qu'on vit dans un corps et en particulier dans un système avec un système nerveux qui n'a pas eu le temps de s'adapter au changement de nos modes de vie. C'est-à-dire qu'on vit dans un corps qui a été, qui a évolué, heu, très lentement, en fait, qui évolue très lentement et qui est encore, adapté à notre mode de vie d'il y a 300 000 ans, d'il y a peut-être un peu plus récemment à la limite, mais en tout cas pas, adapté à notre mode de vie d'aujourd'hui en 2024, hem et même, des années 2000 et même des années 1900, vraiment pas. Donc le stress, c'est une réponse qui est complètement normale à la base. C'est un inconfort psychologique. C'est un peu comme la douleur dont je parlais il y a 2 épisodes, le stress a pour fonction de nous faire agir, comme la douleur a pour fonction de nous faire agir. Bah, là, c'est un genre de douleur, psychologique, mentale. Et une petite dose de stress, ça va être bénéfique. C'est ça qui nous permet donc d'agir, d'avancer, d'accomplir des choses. Si on n'est pas stressé, quand on arrive, enfin si on a un examen à faire dans une semaine et qu'on n'est pas stressé du tout, bah, on va moins le réviser. Si on a une compétition sportive ce week-end et qu'on n'est pas stressé du tout, bah, on va moins s'entraîner. Donc c'est très bénéfique pour nous permettre d'accomplir des choses. Heu et si on reprend donc cette idée de notre corps et de notre système nerveux qui est calibré pour, la façon dont on vivait il y a 100 000 ans, par exemple, on vit encore dans les cavernes, on a une famille à nourrir, on n'a pas assez de nourriture, bah, on va devenir stressé, ça va nous mettre cette pression psychologique et ça va nous motiver à aller chercher de la nourriture pour nourrir notre famille. Mais notre système nerveux, il est fait pour subir un court moment de stress. Donc, pour revenir à cette idée de quand on vivait dans les grottes, ça nous donnait assez de motivation pour aller chercher à manger, pour se battre avec un rival, pour échapper à un ours qui nous court après. Et puis après ce court moment de stress, on se reposait, on mangeait, on copulait, on dormait, on relâchait le stress et puis tout allait mieux. Et d'ailleurs, il y a une super vidéo, je vais la mettre en lien dans les notes de l'épisode d'un impala. Ça se dit impala non, sans doute pas en français, d'une sorte de gazelle qui échappe de près à la mort, qui se fait choper par, je sais plus ce que c'est, un félin quelconque. Et du coup, elle littéralement, cette pauvre gazelle, elle voit sa vie défiler devant ses yeux. Et juste après, le félin s'en va et on voit cette gazelle qui tremble de tout son corps, hem, pour permettre à son système nerveux de revenir à un état normal. Donc c'est une réponse physiologique du corps juste après le stress. Il y a eu cette dose d'adrénaline, cette dose d'hormones qui lui a permis de survivre à cette situation et d'échapper à la mort. Et après, le corps a besoin de relâcher ce stress, en fait. C'est pas bon, c'est des hormones qui nous font agir rapidement et qui nous permettent d'avancer. Mais si on les a tout le temps dans notre corps, c'est pas bon. C'est trop pour le système. Donc, cette gazelle, elle tremble, elle tremble, elle tremble, elle tremble et ça lui permet de relâcher le stress et elle peut repartir ensuite, gambader, gaiement, aller manger, aller retrouver son troupeau, que sais-je. Mais nous, de nos jours, on subit un stress latent permanent. Parce qu'on est toujours poussé à la productivité, on est toujours poussé à la consommation, on reçoit des messages stressants en permanence dans un appareil qui est presque greffé à nous. On a ces notifications dans notre téléphone en permanence, on a des deadlines à respecter et puis quand on part du travail, bah, on a toujours ce téléphone qui nous dit, «Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu gères ta famille, il faut que tu gères». Voilà, on a plein de sollicitations en permanence qui font qu'on a ce stress, cette pression permanente. On n'a plus ces à-coups de stress, c'est juste chronique. Et du coup, c'est là aussi que le sport, qu'aller danser ou même avoir un rituel de faire trembler tout son corps, il y a des pratiques comme ça où
j'ai vu que des gens qui gèrent leur anxiété comme ça, c'est que tous les matins, ils ont cette pratique de trembler, en fait, de secouer tout le corps. Et vous pouvez essayer, franchement, juste passer quelques minutes comme ça à secouer un peu les mains, la tête, les pieds, les jambes, à secouer, tout faire trembler, ou bien à danser, ou bien à faire du sport, à bouger, en fait, à exprimer physiquement, à extérioriser physiquement son stress. Comme la gazelle de tout à l'heure, ça peut avoir un effet du coup incroyable sur le système nerveux et sur la régulation de ce stress. Et bien sûr, ça vient en plus de réfléchir à comment adapter son environnement dans la mesure de nos moyens pour limiter les stresseurs. Donc, par exemple, supprimer les notifications inutiles, les applis toxiques, revoir ses routines, revoir son sommeil, avoir une routine de mouvement régulière, etc. Tout ce genre de choses avec lesquelles je peux vous aider si vous le souhaitez d'ailleurs. Et voilà, et adresser du coup ce stress de façon vraiment très globale, heu, c'est ça nous permet quand même d'avoir une vie un petit peu plus sereine. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. C'est une réponse assez exhaustive, je pense. J'y ai passé 10 minutes finalement. Question 2. Comment faire pour ne pas tomber en dépression quand on a des douleurs chroniques et socialement handicapantes? À part aller voir un psychologue, mais ça peut prendre du temps d'en trouver un bien, plus le temps de la thérapie. Qu'est-ce qu'on peut faire soi-même au quotidien pour gérer la douleur? Alors c'est une question très lourde qui dépasse certainement mon domaine de compétences parce que voilà, je dirais que quand même en priorité un soutien psychologique d'un thérapeute compétent, c'est bien sûr la chose à voir, à essayer de mettre en place parce que tomber dans la dépression, voilà, c'est quelque chose de très sérieux. Moi, j'aide évidemment avec le stress, avec l'anxiété, avec le bien-être au quotidien, mais tomber dans la dépression, c'est quelque chose que je peux, avec laquelle je peux aider, mais de façon concomitante avec un vrai accompagnement médical. Voilà, je veux surtout pas commencer à dire que je peux guérir la dépression ou des choses comme ça. Non, non, j'ai une expertise bien particulière et je ne suis pas psychologue. J'ai étudié la psychologie pendant très longtemps et c'est quelque chose qui me passionne énormément. Mais je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre et je ne suis pas thérapeute. Je suis prof de yoga et coach self-care, tout ce que vous voulez. J'ai toujours du mal à articuler précisément ce que je fais parce que c'est assez unique. Mais voilà. Donc, si on sent qu'on tombe en dépression, c'est pas moi qu'il faut aller voir, c'est vraiment un psy. Maintenant, comme dit, je peux aider, aider en parallèle de ça. Des choses alors, je peux aussi parler de mon expérience à moi, avec la douleur chronique, dont j'ai réussi, Dieu merci, à me débarrasser. Une appli qui m'avait aidée à l'époque parce que alors je vais d'abord dire ça, parce qu'un truc qui est important, c'est d'avoir une éducation par rapport à la douleur, de comprendre comment ça fonctionne. C'est ce que j'essaye de faire avec ce podcast et avec le reste de mon contenu, Instagram et cetera, mes emails et cetera. Et d'autant plus dans ma relation avec les clients, c'est que l'éducation par rapport à la douleur, c'est thérapeutique en soi, en fait. Et c'est ça, quand on sait comment la douleur fonctionne, on la comprend mieux et on peut mieux l'aborder, mieux la gérer et mieux la vivre. Donc, il y avait une appli qui m'avait aidée quand j'avais commencé à avoir ma douleur chronique, c'était au poignet. Et ça s'appelle Curable, Curable, Curable. Et j'avais trouvé des choses intéressantes. Il y avait, elle est mi-gratuite. Je pense qu'il y a des choses auxquelles on peut avoir accès si on ne paye pas. Moi, j'avais payé, mais finalement, j'ai payé pour rien, je pense, parce que j'ai réussi à gérer ma douleur assez rapidement après. Enfin, j'avais payé pour tout un an. Et je pense que j'aurais pu payer pour 1 ou 2 mois, ça aurait été aussi bien. Mais en tout cas, dessus, il y avait plein d'outils intéressants, plein de témoignages, plein de méditations, plein d'exercices, plein d'informations sur la douleur chronique, ce que c'est, etc. Donc, c'est quelque chose que je peux recommander, cette appli.
curable. Et puis au quotidien, principalement, savoir qu'on n'est pas cassé. Déjà, se convaincre, et je sais que c'est difficile quand on a une douleur chronique, savoir qu'on n'est pas cassé, qu'on n'est pas brisé et que ça ne va pas être comme ça tout le temps, nécessairement. Qu'il y a des choses à faire, mais que cette douleur qui est là, elle n'est pas... elle ne nous définit pas. Voilà, elle ne nous définit pas, elle définit pas notre valeur, elle définit pas un état permanent de notre corps. Tout change toujours, tout est impermanent. Le fait d'avoir mal, le fait de ne pas avoir mal, c'est impermanent. Et très important également de continuer à bouger, à avoir une vie aussi normale que possible, avec des activités des activités qu'on ferait si on n'avait pas mal. Alors je sais que c'est frustrant parce qu'on ne peut pas tout faire et la douleur se rappelle à nous en permanence. Par exemple, j'avais cette douleur chronique au poignet, je ne pouvais pas mettre de poids sur ma main, donc forcément mes cours de yoga, c'était un petit peu compromis. J'avais commencé à faire de l'escalade, pareil, je ne pouvais plus faire d'escalade. Et puis forcément, tout ce qu'on fait, enfin tout ce que je pouvais faire avec la main, la douleur me rappelait que non, ne serait-ce qu'ouvrir la persienne, c'était un problème. Donc je sais que c'est frustrant, mais si on peut trouver des activités qui nous font un peu oublier la douleur, on va tout miser là-dessus. J'avais des activités, je jouais par exemple pas mal aux jeux vidéo, je joue toujours pas mal aux jeux vidéo, et il y avait une certaine position de ma main qui faisait que ça me faisait moins mal, donc je gardais ma main dans cette position-là, et puis j'arrivais à m'échapper un peu aussi via les jeux vidéo, via plein d'autres activités, mais ça va dépendre évidemment de là où tu as mal, mais je pense qu'il y a forcément des activités qui te permettent de t'échapper un peu, et même si la douleur est là, il y a quand même des choses qu'on peut faire, et c'est important de continuer à les faire, en fait, de pas se recroqueviller sur soi-même et de ne pas tout lâcher, parce que c'est là que la dépression justement s'installe, c'est quand on perd l'intérêt, notre monde diminue, en fait, notre monde se recroqueville sur lui-même, et là, voilà, la dépression s'installe. Donc, important de continuer à avoir une vie aussi normale que possible, à aller voir des gens, à discuter, à appeler des gens, à faire à avoir du mouvement dans sa vie, parce que déjà le mouvement c'est très bon mentalement, mais c'est aussi très bon physiquement, ça nous permettra aussi de guérir plus rapidement potentiellement. Ensuite, c'est important d'avoir quelqu'un de bienveillant avec qui tu peux en discuter librement, quelqu'un qui va écouter ton mal-être et qui ne va pas le rapporter à lui-même, quelqu'un qui va ne pas diminuer aussi ce mal-être, ne pas dire oh tu te plains tout le temps, oh il y a toujours un problème avec toi, et c'est compliqué quand on justement s'enfonce dans la dépression, parce qu'on, comme dit, notre monde se recroqueville, et on commence et on ne pense plus qu'à la douleur, on ne pense plus qu'à son mal-être, on ne pense plus qu'à... Donc c'est là aussi qu'un psychologue va bien nous servir, parce que cette personne-là, elle va nous écouter quoi qu'on dise, et elle va nous permettre d'extérioriser un peu tout ça. Et ça peut être mon rôle également. Tu le sais déjà que tu peux m'envoyer des vocaux, tu peux m'écrire, et que tu sais que je serai là et que je t'écouterai, que je serai bienveillante, et que je te dirai pas, voilà, que je te jugerai pas là-dessus. Donc ça peut être mon rôle également. Mais ça peut être un ami, ça peut être un proche, ça peut être n'importe qui, mais on veut voilà, quelqu'un de bienveillant, et qui... oui, non, qui est bienveillant et qui peut nous écouter, avec lequel on se sent écouté, voilà. Ensuite, c'est important de faire du bien à son corps.
d'autres façons, avec des massages sur soi-même, du mouvement, avec des exercices de relaxation, c'est important de faire passer son sommeil en priorité, de bien manger, de se nourrir, voilà, d'envoyer ce message à nous-mêmes qu'on continue à prendre soin de son corps et qu'on en vaut la peine et que oui, le corps est un peu frustrant en ce moment, mais ça ne veut pas dire qu'on veut le brusquer pour autant. Ça aidera aussi notre système nerveux à diminuer son niveau d'alerte, ce qui est aussi important dans la gestion de la douleur. Plus notre système nerveux va être en alerte, plus il va être, voilà, notre corps va être stressé, plus notre corps va être immobile, plus le système nerveux va se dire il y a un problème et donc envoyer des signaux de douleur plus importants. Et puis, il faut pas être non plus autant que possible obsédé par la guérison. Alors je sais à quel point c'est dur là aussi, mais ça ne nous crée que du stress, en fait, de la pression. Ça nous garde dans ce cercle vicieux de stress qui cause la douleur et la douleur qui cause du stress. Donc on fait confiance au corps médical, à sa propre expérience. On fait ce qu'on peut pour soutenir son corps dans le processus de la guérison. Et puis on se lâche la grappe. On lâche la grappe à notre corps. Notre corps aura son propre rythme. Notre corps sait ce qu'il fait. Voilà, on se lâche la grappe. On vit notre vie en parallèle avec la douleur. On peut avoir un inconfort, on peut avoir une douleur. Ça ne doit pas nous empêcher de vivre. Ça ne doit pas nous empêcher d'avoir d'autres expériences que celles de la douleur. Je sais que c'est difficile. Il y a aussi cette tendance à se surmédicaliser quand on a une douleur chronique. C'est-à-dire que je sais que quand j'ai eu ma douleur au poignet, je suis allée voir je ne sais pas combien de chiropracteurs, de kinés, de traumatologues, etc. Parce que je voulais une réponse, je voulais un remède miracle, je voulais une personne qui me dise « Ah bah, ta douleur, c'est à cause de cette chose qui a été ignorée par tous les autres. On va faire ça et ça, c'est bon, demain, t'auras plus mal. » Et malheureusement, il n'y a pas de spécialiste miracle qui va trouver la raison à notre douleur et nous donner une pilule magique. Il y a beaucoup de charlatans, par contre, qui vont capitaliser sur notre détresse, sur notre vulnérabilité, sur notre besoin de guérir. Et aussi, il y a beaucoup de spécialistes qui peuvent, voilà, qui vont nous donner des pistes un peu contradictoires ou qui vont nous dire oui, ma méthode c'est la meilleure. Et malheureusement, c'est rarement le cas. Ça peut arriver. Je parle pas, par exemple, de cas d'endométriose non diagnostiqués parce que le corps médical est souvent très mauvais pour qu'il y ait eu trop peu d'études par rapport à la santé des femmes. Donc il y a des cas où effectivement il y a un problème qui a pas réussi à être diagnostiqué, mais voilà, c'est des choses, c'est des exceptions en fait. Dans le cas de douleurs chroniques aux articulations, aux muscles, tout ça, les douleurs de dos, machin, c'est souvent autre chose. C'est souvent pas une méthode en particulier qui va nous aider, mais vraiment c'est cette gestion holistique de la douleur, de laisser le temps à son corps, de gérer notre niveau d'alerte intérieure, etc. Donc, voilà. La douleur, c'est complexe, effectivement, mais c'est aussi très simple, en fait, dans le sens où plein de choses influent notre perception de la douleur, mais souvent, elle a besoin que d'une chose pour se taire, et c'est qu'on se sente en sécurité. Parce que c'est ça, la douleur. C'est le cerveau qui se sent pas en sécurité, et comme je disais tout à l'heure par rapport au stress, c'est un output. Donc, si on se fout une pression d'enfer pour ne plus avoir mal, on va pas se sentir en sécurité. Voilà. Ok, je vais passer à la dernière question. La dernière question, j'espère que ça a été utile au fait tout ça. J'ai parlé de plein de choses différentes. J'espère qu'il y a au moins certaines choses qui résonnent avec toi et avec n'importe qui écoute et qui est en proie à la douleur chronique. Je sais que c'est dur, je sais que c'est dur. Et si tu veux en parler, je suis là. Voilà. Dernière question, je pense, ouais.
Quand une émotion désagréable est là, j'ai besoin de résoudre le problème pour la faire disparaître très rapidement. Je tolère assez mal l'inconfort de l'émotion désagréable, qu'il s'agisse d'une préoccupation, d'une gêne physique, d'une inquiétude ou autre. D'un côté, c'est très bien parce que ça m'a appris à analyser et à traiter très rapidement mes problèmes, petites douleurs physiques comme préoccupations mentales. De l'autre, c'est pas très cool parce que je panique un peu et je tourne en rond quand la seule chose à faire est de patienter, ou si la cause de l'émotion est hors de ma portée, ne dépend pas de moi. Comment faire pour trouver un juste milieu entre la réaction et la patience? Alors ça me fait rire parce que c'est vraiment le podcast de l'inconfort aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle inconfort, on parle stress, on parle douleur, on parle inconfort. Euh, pour être honnête, c'est un gros work in progress chez moi aussi. Je vis, enfin, j'ai vu ta question et je me suis dit, j'aurais pu écrire la même question. Je vis aussi très mal le fait de devoir patienter, d'être impuissante comme ça. Et ma façon de gérer l'inconfort est 100% d'être dans l'action. Donc, voilà, si quelque chose est inconfortable, je vais vraiment mettre toute mon énergie pour résoudre cet inconfort. Et je sais, et peut-être que vous écoutez ça et que vous dites, bah oui, c'est normal, effectivement. Bah, c'est comme ce que je dis par rapport au stress et à la douleur, c'est que l'inconfort est là pour nous faire passer à l'action, mais il y a des gens qui réagissent pas comme ça non plus, en fait. Peut-être que c'est pas vous, peut-être que c'est vous, mais en tout cas, clairement, moi, voilà, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je sois dans l'action. Et quand j'ai fait tout ce que je pouvais et que ça dépend plus de moi, ça me tue. Ça me frustre énormément. Et je vis cette situation-là depuis un mois et demi, d'ailleurs, avec plombier. J'ai une fuite dans ma salle de bain depuis que je suis arrivée ici et en fait, voilà, depuis un mois et demi, comme je disais, je rénove, je répare, je fais plein de choses dans mon appartement parce qu'il y a plein de petites choses inconfortables comme ça. Enfin, il y en a beaucoup moins maintenant, il y en a plus qu'une finalement, et c'est cette fuite dans ma salle de bain qui me tient éveillée la nuit parce que enfin voilà, j'ai fait venir un plombier. Elle a essayé une plombière d'ailleurs, c'est assez rare pour le noter. Elle a essayé de réparer, elle a changé une pièce et en fait ça fuit encore plus maintenant et elle me ghoste de fou en fait. Et j'ai essayé de contacter un autre plombier et il m'a dit ouais, faut tout changer mais ce sera pas avant janvier parce qu'on est occupé. Et moi je suis là avec mon robinet qui coule en permanence et je ne peux rien faire. Autre que de harceler ma plombière, ce que je vais faire d'ailleurs incessamment juste après ce podcast. Donc voilà, c'est quelque chose qui me préoccupe également. Mais donc, pour dire quelque chose quand même d'utile, pour répondre quelque chose d'utile, comme tu dis, c'est vachement bien en fait, parce qu'on agit. Pour beaucoup de gens, la réponse à un inconfort, c'est le recroquevillement, l'inaction, la peur de bouger. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça et du coup, j'ai envie de célébrer notre mécanisme de défense basé sur l'action avant toute chose. Maintenant, comment devenir plus patiente quand on peut pas agir? Quand on peut pas agir, pardon. Eh ben, on retrouve ce bon vieux lâcher prise en fait. On se rappelle qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. On fait confiance à l'univers pour que la situation se décante en son temps. Et c'est pas facile. Mais voilà, c'est encore une fois un travail de lâcher prise, de se dire bon, j'ai fait tout ce que je pouvais. Maintenant, c'est plus dans mes mains. C'est plus en voilà. Je transfère mon énergie sur autre chose. Un truc qui m'aide aussi pas mal, c'est de tâcher de prendre du recul en me demandant, dans un an, est-ce que ça aura encore un impact sur ma vie, en fait? Dans un an ou dans 6 mois, est-ce que cette inquiétude qui me bouffe et qui m'empêche de dormir et voilà, qui tourne en boucle dans ma tête, est-ce que ça aura encore un impact sur ma vie? Certainement pas. Certainement pas. Je trouve que le fait de me dire ça, ça m'aide vachement, enfin, ça m'aide à relâcher un peu de cet inconfort, en fait. De me dire que, bah, dans un an, cette fuite dans ma salle de bain, elle sera réparée depuis longtemps, Inch'Allah. J'y penserai même plus. Tu peux te dire: «Oh, dans un an, ce conflit avec machin sera résolu depuis longtemps». Heu et du coup, je me dis: «Bon, bah, est-ce que ça vaut le coup de me rendre malade maintenant à propos de ça?» Sans doute pas. Donc je transfère. Notre énergie est pas infinie. Alors, estimons-nous heureuses de l'employer à bon escient pour résoudre les situations inconfortables
Et puis quand on n'a plus rien à faire, bah, on la dirige ailleurs. Mais voilà, comme dit, je sais que c'est difficile. Moi-même, c'est un work in progress, c'est quelque chose voilà, sur lequel je travaille. Et ça m'aide d'en discuter aussi avec quelqu'un d'un peu objectif sur la situation, en fait. Et voilà, de relâcher un peu, d'extérioriser le fait de vocaliser, comme tu l'as fait d'ailleurs. C'est la personne qui m'a posé cette question. Elle m'a envoyé plein de vocaux aussi pour me parler de cette situation qui lui tournait en tête. Et je pense que ça lui a fait du bien d'en discuter. Et puis ensuite, voilà, la situation s'est résolue d'elle-même. Euh, et bon, le soulagement était là, évidemment. Mais voilà, le fait de se dire, OK, dans 1 an, est-ce que ça aura encore un impact? Ou même dans 6 mois, est-ce que ça aura encore un impact? Et puis en discuter avec quelqu'un, ne serait-ce que pour sortir ça un peu de son cerveau et voilà, le process un peu mieux, d'avoir quelqu'un qui nous écoute. Et puis ensuite de lâcher prise et de se dire, OK, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Sur quoi je peux agir? Alors souvent, je vais faire ça aussi, c'est que quelque chose, voilà, comme là, la fuite d'eau, je pouvais pas je pouvais plus agir dessus parce que voilà, j'ai essayé de la réparer moi-même, mais je suis pas plombière. Shockingly, ça n'a pas marché. Du coup, j'ai dirigé mon énergie vers d'autres choses sur lesquelles je pouvais agir. J'ai réparé d'autres choses, j'ai remplacé mon frigo, j'ai peint mes murs, j'ai travaillé, voilà. Donc, faire attention à où on emploie notre énergie, où on l'envoie. Très important. OK. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, à me dire ce que vous en pensez, à aller voir dans les notes de l'épisode la vidéo de la gazelle aussi, c'est vachement cool. C'est pas, voilà, c'est une gazelle qui se fait choper par un félin, mais elle survit. Donc, voilà, je vous filerai pas une vidéo horrible parce que je la regarderai même pas moi-même. Donc, je suis très sensible à ça. Voilà, n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je vous aide, si vous avez besoin de mon soutien. C'est la dernière chance de cette année. Je vais prendre un max de 3 personnes avant la fin de l'année. Et puis ensuite, l'année prochaine, on repartira sur d'autres bases. Mais voilà, si vous voulez mon soutien avant la fin de l'année, et franchement, je vous le recommande parce que vous voulez pas commencer en janvier et déjà commencer après les fêtes, avec les bonnes résolutions, tout ça, ça ne marche pas. On vient de se gaver pendant 2 semaines. On est stressé parce que les fêtes, l'air de rien, c'est aussi stressant et c'est pas le meilleur moment pour commencer des bonnes routines. Donc, on commence maintenant, la fin novembre, début décembre. On commence déjà à préparer, à, à travailler sur son self-care, à travailler sur sa mobilité, à bâtir des bonnes routines. Et en janvier, vous aurez déjà une super avance et on continuera à bosser ensemble et à faire en sorte que ça dure sur le long terme et ce sera trop cool. Donc voilà, je suis très éloquente ce matin pour parler de mon truc, mais je vous encourage vivement à m'envoyer un petit message, à me discuter de votre situation et puis on verra ce qu'on peut faire pour vous faire vous sentir super bien et passer des fêtes sereines. À la semaine prochaine, peut-être avant si vous m'écrivez, je le souhaite. Gros bisous, prenez soin de vous, à bientôt, merci.